Alors bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus jusqu'à Dijon avec ce temps estival. Et donc, je voulais vous accueillir et en commençant par vous remercier le plan France Médecine Génomique 2025 qui organise ces journées de rencontres sciences humaines, sociales et médecine génomique. Remercier la Maison des sciences de l'homme de Dijon, toute son équipe logistique, remercier aussi l'Université Bourgogne-Franche-Comté qui co-participe à cet événement. Et donc l'idée un petit peu de ces journées qu'on a centrées sur l'actualité de la génomique et des sciences humaines et sociales, c'est d'essayer de donner une espèce de miroir des recherches qui se font aujourd'hui en SHS en France, mais aussi de façon plus large à l'échelle européenne. Donc on aura plusieurs intervenants européens qui viendront nous présenter aussi leurs travaux et d'analyser ensemble ces enjeux à la fois anthropologiques, sociaux, économiques, juridiques, etc. Alors, vous étiez peut-être là l'année dernière aux journées SHS et génomique qui avaient eu lieu à Paris. On a décidé de faire un peu le tour de France pour être en résonance aussi avec les lieux où se pratiquent ces recherches SHS en génomique, parce qu'il y a une réalité sur le territoire français qui est différente, avec des spécificités et bien sûr des complémentarités. Et puis, la deuxième nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est que dans le comité de pilotage, se sont intégrés des représentants d'associations de patients, qu'on remercie. Et donc, il y aura une session vraiment autour des patients et avec les patients. Et pour nous, c'est évidemment un enjeu très important dans cette recherche SHS que la place des patients soit celle d'acteurs et de collaborateurs. Alors notre fonctionnement va être un petit peu à deux niveaux, à deux régimes. Un régime un peu macro pour présenter l'actualité, des actualités de génomique à l'échelle européenne, à l'échelle du plan et à l'échelle d'un certain nombre de grands projets de recherche. Et puis une deuxième échelle plus micro, où il va y avoir une présentation des travaux de recherche en cours par les différents acteurs. Les choix qui ont été faits, c'est de privilégier la pluridisciplinarité, la diversité des projets, pour justement qu'on puisse avoir une vision un peu de cette actualité de la recherche génomique aujourd'hui et avoir cette dimension terrain qui nous semble essentielle. Voilà, donc je laisse Anne prolonger cette introduction. Voilà, merci beaucoup Sarah, bienvenue à vous tous et bienvenue à tous ceux qui sont en ligne aussi. Merci de vous être connectés. En fait, Sarah a déjà parlé du programme, un petit peu des choses. J'avais préparé... Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Sur quoi faut-il appuyer pour que ça circule? Ah oui, ça marche en fait. Ah, ça marche là. Ça marche là, d'accord, oui. Bon, alors attendez, je vais quand même les prendre une par une. Voilà. Donc, en fait, l'objectif de ces rencontres, c'est un peu les mêmes que les objectifs des rencontres, la première édition, donc il y a juste un an, qui avait eu lieu à Paris. Donc, faire interagir les acteurs en SHS qui s'intéressent à cette thématique de la médecine génomique sous ses différents aspects. Essayer de faire émerger des réflexions collectives en vue de pouvoir... intensifier les recherches dans le domaine et peut-être aboutir à des projets en commun auxquels on n'aurait pas pensé, chacun dans nos endroits particuliers de travail, et donc collaborer. L'origine, donc, il y a dans le plan France Médecine Génomique, il y a deux mesures dont s'occupe un groupe de travail sur éthique, réglementation, société, et puis plus largement tous les acteurs. D'une part, la mesure qui veut intégrer les dimensions éthiques à tout ce que fait le plan, et une mesure sur l'information, la consultation, l'implication des acteurs, donc de la société, qui sont concernés. Et dans ces deux mesures, il y a
des éléments sur favoriser, encourager, stimuler, enfin tout ce qu'on veut, les recherches en SHS sur des thématiques en écho avec le plan. Et donc, une façon de faire face à ce qu'il y a dans ces mesures, c'est d'organiser ces rencontres. Alors initialement, on avait prévu de les faire beaucoup plus tôt. Il y a eu Covid, donc du coup la première s'est passée l'année dernière. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a tout un comité d'organisation, de programmation qui a travaillé pour faire ce que ce sont ces rencontres aujourd'hui. Sarah, en particulier, en étant l'acteur local, s'est beaucoup impliquée dans toute l'organisation de ces rencontres. Merci beaucoup à elle. Merci à vous tous qui avez participé à la programmation. Et j'ai mis en italique 3 noms, Clément Pimouguet, Marie Préau et Dominique Stopa-Lyonnais, qui en fait ne faisaient pas partie de ce comité de programmation pour la première édition l'année dernière, et qui ont été inclus avec beaucoup de plaisir dans ce comité. On a pu profiter de leur apport. Et bien entendu, les remerciements ont déjà eu lieu par rapport au plan France Médecine Génomique et à ce lieu qui nous accueille. Je voudrais avoir des remerciements en particulier pour Lucie Morillon, qui est où, en fait? Là, qui est là-bas, au fond, et qui, sans elle, ça n'aurait pas lieu. C'est clair que ce soit pour organiser nos réunions de comité de programmation ou s'occuper de toute la partie communication, logistique, en écho avec Sarah ici, c'est très important pour qu'on puisse avoir des rencontres qui fonctionnent. Alors, aux dernières nouvelles, il y a 80 inscrits en présentiel, qui vont y venir sans doute. 65 inscrits en distanciel. On avait un peu hésité à le faire, mais bon, la réalité est là. Le lieu, donc les rencontres se déplacent, Sarah l'a déjà dit. Donc on va tourner un petit peu avec cet événement qu'on espère organiser chaque année. Et le format, on a des communications orales. L'an dernier, on n'avait que des posters. Cette année, on a aussi des posters. Et le format des sessions thématiques a aussi un petit peu bougé. Donc, il y a de l'évolution, de la nouveauté. Donc, si vous avez des commentaires, il faut les faire parce que vous voyez, on en tient compte. Alors ça, c'est juste pour vous rappeler les thèmes qu'on avait traités l'an dernier. On avait des tables rondes autour des politiques de santé, et les régulations juridiques, des enjeux sur les données massives, sur le parcours de soins et sur le continuum soins-recherche. Et dans ces rencontres l'année dernière, on a eu 109 inscrits, il n'y avait que du présentiel, et il y avait 40 à 50 personnes en permanence, disons, dans la salle, puisque là aussi, ça allait et ça venait. C'était une expérience qui a été perçue comme positive, d'où la pérennisation. Et on avait fait une analyse critique qui était qu'il n'y avait pas assez d'interaction entre les acteurs SHS, les généticiens, les associations de patients qui nous manquaient complètement l'an dernier, les informaticiens aussi. Et donc on espère avoir fait mieux cette année. Donc vous en jugerez. Donc là, le programme, je ne vais pas y inciter, simplement pour vous dire que, en concluant, je vais passer la parole directement à Frédéric Nova qui va nous parler des actualités du plan. Et je vous souhaite à tous de bonnes et fructueuses rencontres. Et merci à vous. Juste un mot pour ceux qui sont en ligne. Donc la caméra et le son est coupé, mais vous pouvez poser vos questions par le chat et moi je les retransférerai au niveau de la salle. Donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions et on sera vigilant à ce qu'elles puissent être communiquées et discutées. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons faire un binôme et un duo avec Cécile Mélier. Donc, je vais vous présenter les actualités du plan France Médecine Génomique et puis Cécile plus particulièrement ce qui est lié au CAD. Donc, merci à tous d'être venus nombreux et de vous être connectés. C'est vraiment un plaisir d'être ici à Dijon. Donc, avant de parler des actualités... Il y a un problème de désynchronisation entre ce qu'on voit à l'écran.
Bon, c'est pas grave, on va se référer à ce qui est là, oui. Ça, voilà. Je voulais revenir à la genèse du plan qui est assez ancienne, hein, puisqu'elle date de 2015 avec une volonté politique au niveau du Premier ministre de lancer une grande action autour de la médecine génomique. Et puis tout un travail qui s'est fait sur l'année 2015-2016 avec beaucoup de groupes de travail, beaucoup de parties prenantes pour arriver à finalement ce projet de plan France Médecine Génomique. Donc vraiment pour insister sur le caractère collectif de cet objet qui semble parfois avoir mis du temps à se mettre en place, mais qui est vraiment arrivé qui est basé sur un travail de réflexion collective. Donc, avec l'ambition d'intégrer la médecine génomique dans le parcours de soins des patients en permettant un accès équitable au séquençage du génome complet en pratique clinique. Donc, d'abord pour les maladies rares et les cancers, parce que c'est là où on a une utilité clinique pour le moment. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée des connaissances, un déploiement envisagé dans les maladies communes et avec également l'ambition de développer une filière autour de la médecine génomique. Alors, si on regarde l'écosystème dans lequel s'inscrit le plan, en fait, il n'est pas du tout hors sol. Il s'appuie déjà sur des structures qui existent depuis longtemps. Donc vraiment, il s'appuie déjà sur des réseaux de laboratoires qui faisaient déjà depuis un certain temps des analyses ciblées de gènes et puis après du panel de gènes. Et en fait, le plan vient s'inscrire, n'efface pas tout, mais vient s'inscrire dans ce paysage existant. Et puis surtout, il s'appuie sur les différents plans successifs, que ce soit les plans cancer et les plans nationaux maladies rares, qui depuis de nombreuses années maintenant ont mis en place un certain nombre de structures sur lesquelles s'appuie le plan. Donc côté cancer, on peut parler des plateformes de génétique INCA, du dispositif donc génétique, des centres labellisés de phase précoce pour l'accès aux médicaments innovants et du dossier communicant en cancérologie pour tout ce qui est interopérabilité des données. Et puis côté maladies rares, outre les laboratoires de diagnostic, il y a tout le travail de structuration qui a été fait autour des centres de référence, des centres de compétences, des filières de santé maladies rares avec lesquelles on travaille étroitement. Et puis côté données aussi, tout ce qui est fait autour de la base nationale de données maladies rares. Donc voici, après le travail de structuration, comment on peut voir ce plan de façon très schématique. Donc c'est un plan qui est centré autour du patient parce qu'il s'inscrit dans le cadre du soin, avec la mise en place d'un parcours de soins dédié que je vais présenter, la définition d'indications cliniques, et puis la mise en place de structures dédiées, des laboratoires de séquençage, un centre de référence d'innovation. Et puis si le plan se met dans le soin, il y a vraiment la vocation à avoir un continuum fort entre les soins et la recherche, et on a une infrastructure dédiée, dont Cécile va vous parler plus précisément, qui est le cadre pour collecteur-analyseur de données. Et puis le plan s'appuie sur tout un certain nombre d'actions transversales, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, avec toutes les questions liées à l'éthique, au réglementaire, l'évaluation médico-économique, la mise en place de collaborations internationales ou encore des projets pilotes. Donc, en termes de préindication, en fait, il est possible d'adresser un patient au plan France Médecine Génomique pour des préindications qui ont été clairement définies. Ça a été fait en 3 vagues successives, en 2019, 2020 et 2022, par un groupe de travail piloté par la HAS et à partir de demandes qui ont été proposées par des professionnels de santé. Donc, à ce jour, il existe 60 préindications dans le champ des maladies rares, 2 pour l'oncogénétique et 8 pour la cancérologie. Et ces préindications ont vocation à être évaluées par la Haute Autorité de Santé en vue de leur prise en charge par le système classique d'assurance maladie. Donc, en plus des préindications, donc, il y a eu un travail autour de la structuration des laboratoires de séquençage qui sont opérationnels aujourd'hui pour les 2 premiers d'entre eux. Donc Sequoia qui est situé à Paris et puis Euragen qui est situé à Lyon. Donc ces 2 laboratoires ont une activité générique, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre en compte toutes les préindications du plan. Ils ont un statut de laboratoire de biologie médicale donc, qui embarque tout un aspect réglementaire au niveau des contraintes de la qualité. Ils ont une caractéristique importante qui est de permettre un accès équitable sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que cette carte que vous voyez, alors pas très bien, elle ne ressort pas beaucoup, mais elle est divisée elle divise le territoire en 2 parties. Donc tous les patients qui habitent dans la partie nord et ouest de la France ont leur prélèvement adressé à Sequoia. Et puis tous les patients qui habitent dans la partie ouest, sud
Et dans les Outre-mer, ont leur prélèvement envoyé à Oragène. Et puis, en termes de séquençage, donc c'est du séquençage en trio pour les maladies rares et un protocole de séquençage de la tumeur en génome et, en parallèle, et du constitutionnel en parallèle pour les cancers. Donc il y a eu aussi tout un travail de mise en place d'un parcours de soins générique, avec en particulier la structuration de réunions de concertation pluridisciplinaires en amont du séquençage pour la validation de l'indication de prescription, le développement d'outils de prescription électronique, et puis jusqu'au rendu de résultats. Et puis ce parcours de soins générique a ensuite été décliné et adapté à chacune des préindications. Donc, en particulier pour la définition de la stratégie diagnostique entre le panel et le séquençage du génome complet, et puis la structuration et la mise en place des RCP, d'un réseau de RCP adapté à chacune de ces préindications, et puis l'organisation du circuit des prélèvements, en particulier pour les préindications de cancérologie. Alors, une fois que ce parcours de soins a été mis en place, on a eu un premier retour des cliniciens qui disaient que c'était compliqué à mettre en place et assez lourd. Et donc, il y avait un besoin de faciliter les prescriptions de ces examens, en particulier de former et d'accompagner les prescripteurs, d'aider à mettre en place localement tout ce qui est relevé de la circuit, de la mise en place et de la gestion des circuits des prélèvements, et puis aussi de faire l'interface entre localement et les laboratoires de séquençage pour résoudre les non-conformités ou améliorer les pratiques. Et en fait, on a eu une bonne opportunité en 2020 dans le cadre du plan national maladies rares qui a financé pendant 12 mois des postes qui à l'époque s'appelaient des assistants de prescription et donc qui étaient chargés de faire toutes ces tâches et pour les établissements de santé du bassin où ils étaient rattachés. Et c'était donc une action financée par le plan maladies rares, donc réservée aux préindications de maladies rares. Et on a vu au bout d'une année que ça marchait très bien. Et donc la DGOS a accepté de le déployer l'année dernière pour toutes les préindications. Et donc il y a désormais 51 postes qui sont disponibles, enfin pourvus ou ouverts, et qui couvrent vraiment l'ensemble du territoire. Il y a eu aussi tout un travail autour de la mobilisation des biologistes pour accéder à l'interprétation clinico-biologiste, parce que de par la loi de biologie médicale, il n'était possible dans un premier temps que seuls les biologistes qui appartenaient à des établissements du GCS, donc Paris et Lyon, pouvaient interpréter les résultats. Et donc il a fallu tout un travail avec le ministère de la Santé d'ordre réglementaire pour mettre en place un modèle de convention qui permettait à des biologistes hors de ces GCS, donc sur l'ensemble du territoire, d'accéder à l'interprétation et donc de vraiment avoir une démarche, on va dire, collaborative sur l'ensemble du territoire, ce qui est maintenant possible, et d'avoir accès à tous les experts, quel que soit leur établissement de santé. Alors, avec ces actions, donc vous voyez le bilan d'activité à ce jour. Donc on a dépassé le mois dernier les 20 000 prescriptions, toutes préindications confondues, avec une activité de séquençage qui a démarré vers le milieu de l'année 2020, parce que ce qu'on a vu, c'est que toute cette partie de mise en place des parcours de soins, de structuration, a mis beaucoup de temps. Et donc, depuis cette date-là, on a par contre une augmentation régulière de l'activité qui est plutôt d'ailleurs en train de s'accélérer ces derniers mois. Et donc, avec plus de 20 000 prescriptions réalisées. En revanche, quand on regarde la répartition entre cancer et maladies rares, on voit que plus de 80% de ces prescriptions concernent les maladies rares. Donc, on a un dynamisme beaucoup plus fort dans le champ des maladies rares que dans le champ de la cancérologie. Quand on regarde le nombre de comptes rendus, là aussi on a passé un jalon puisqu'on a dépassé les 10 000 comptes rendus qui ont été remis aux patients. Avec là une accélération, et c'est clairement un enjeu du plan d'accélérer encore ce rendu des résultats pour réduire justement le délai de rendu des résultats. Et on voit qu'effectivement c'est une difficulté qu'on a plutôt du côté maladies rares, puisqu'on a un plus grand pourcentage de comptes rendus proportionnellement qui sont rendus en cancérologie.
En ce qui concerne les découvertes incidentes, à ce jour, il n'est pas possible de les rendre dans le cadre du plan France Médecine génomique. Et donc, ça va bientôt être le cas de par l'évolution de la loi de bioéthique qui a eu lieu en 2021. Mais il n'empêche qu'on n'est pas encore dans les clous réglementaires. On est en attente toujours de la publication d'un décret qui va permettre de le faire. Et donc, en parallèle, il y a un groupe de travail à l'Agence de biomédecine qui travaille à la rédaction d'un document de bonne pratique. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'il y aura une publication conjointe ou presque conjointe du décret et de ce document de bonne pratique. Et ensuite, on pourra donc déployer la mise en place des découvertes incidentes dans le cadre du plan. Et puis, je voudrais vous dire aussi quelques mots des projets pilotes qui sont mis en place dans le cadre de la recherche, donc, qui se sont mis au final en parallèle à peu près en même temps que le plan, mais qui sont aussi très utiles parce que, comme ils sont dans le cadre de la recherche, ça permet aussi d'avoir des données très précises obtenues à partir de ça. Donc, le premier, c'est Défidiac pour la déficience intellectuelle. Il y a eu 1275 trios qui ont été inclus, donc toutes les inclusions sont faites. La dernière visite de rendu des résultats est dans les tout prochains jours. Donc la base est gelée ou va être gelée et l'analyse des données va démarrer cet été. Donc ça aussi, ce sera un grand jalon qui va être atteint. En cancérologie, c'est le projet Multipli dans les sarcomes des tissus mous avec plus de 400 patients randomisés. Et puis là, un projet pilote qui articule avec des essais, avec des molécules qui sont disponibles dans l'essai et on a 10 thérapies ciblées disponibles dans l'essai. Ensuite, je ne vais pas lire dans l'ordre, on a Glucogène pour les formes atypiques de diabète qui est un peu plus en retard par rapport aux autres avec le protocole validé par le CPP et la soumission à la CNIL. Et puis le dernier pour lequel on aura une présentation plus détaillée demain qui est le projet PopGène en population générale qui s'appuie sur 10 000 participants de la cohorte Constance. Et là encore, il avance bien, puisque tous les participants ont été génotypés et 4 000 séquençages de génome complet sont en cours. Et aux dernières nouvelles, il y en a plus de 3 000, si j'ai les bons chiffres. Donc ça fait plus de 80% du séquençage. Donc ça permettra d'avoir un projet qui donne une référence de la population française, mais on en parlera plus demain. Et puis, il y a aussi un aspect lié à l'évaluation médico-économique qui est assez présent dans le plan, avec des projets d'évaluation médico-économique qui ont été prévus dès la montée du plan. D'abord au travers des 3 projets pilotes, Défidiac, Multipli et Glucogène, avec des financements qui avaient été prévus en même temps que les projets pilotes. Et puis, le projet Sécogène, qui, lui, fait l'évaluation médico-économique des laboratoires Sequoia et Euragène, avec un financement de la DGOS, donc du ministère de la Santé, qui avait été prévu au moment de l'appel à projet de 2 premières plateformes. Donc les 2 projets se sont montés ensemble, enfin les plateformes et ce projet-là. Et donc c'est un projet assez complet. Je pense qu'il y a aussi des posters qui sont en lien avec ce projet, avec une partie de micro-costing, avec des évaluations, des indicateurs d'évaluation d'impact du séquençage, et puis la mise en place de scénarios d'efficience avec un couplage au SNDS. Et de façon importante, il est prévu que ces projets puissent donner fournir des données en vue de l'évaluation par la HAS des préindications. Voilà, et on arrive au continuum entre le soin et la recherche avec le CAD, et je vais laisser la parole à Cécile. Bonjour à tous. Je vais me permettre de me présenter puisqu'en fait c'est la première fois que j'interviens pour les SHS. L'année dernière j'étais présente mais seulement stagiaire. Donc je suis juriste en droit de la santé, de la recherche et de la bioéthique. Donc je travaille sur tous les aspects juridiques et réglementaires pour la mise en œuvre du cadre, au niveau aussi bien de l'entrepôt de données de santé que de l'accès aux données par les projets de recherche. Donc, on va commencer par le système principal du cadre. Donc, en fait, c'est la réutilisation des données du soin dans la recherche et les découvertes de la recherche qui entretiennent la connaissance au niveau du soin. Donc, le principe, c'est l'amélioration du diagnostic et de la prise en charge des patients sur la base des connaissances qui ont été générées par la recherche au niveau du soin et l'accélération de la recherche avec les données du soin. Donc, pour l'instant, on a décidé de fonctionner avec un système de CAD préfigurateur, donc avec seulement un CAD
recherche pour l'instant, puisque au niveau réglementaire, c'est plus facile à mettre en place, puisque ce sont des données pseudonymisées qui vont être mises à disposition. Mais à terme, ce qui est prévu, c'est la mise en place donc, du cas de soins en plus du cas de recherche. Dans le cas de soins qui prévoira un service d'annotation et de réannotation également des séquences et des comptes rendus, avec le service d'archivage et surtout la constitution d'une base de connaissances. Donc, son petit nom, c'est FMGKB, donc qui est en cours de définition. Les groupes de travail ont commencé. Donc, au niveau du cas de recherche, ce sera la mise à disposition des données, donc à la fois du plan France Médecine Génomique, donc qui viennent de Sequoia et Oragen, mais également des quatre projets pilotes quand ce sera disponible. Donc, nous avons mis en place un service d'accompagnement préalable au dépôt du dossier au niveau du CSE, du plan France Médecine Génomique, donc je vais vous présenter juste après. Et il y aura également une utilisation possible de la base de connaissances FMGKB au niveau de la recherche. Donc, cette base de connaissances, donc, son but, c'est de regrouper tous les variants par les informations qui ont été produites au niveau de PFMG, mais également au niveau des projets de recherche. Donc, l'objectif, c'est une mise à jour au fil de l'eau, interfacée avec les bases de données nationales et internationales. Dans la mesure du possible, ça va être des imports des bases de données internationales, puisque nous, on ne peut pas sortir nos données de l'Union européenne. Et cette base de connaissances, donc utilisée, comme je vous l'ai dit, au niveau du soin, mais également au niveau de la recherche. Donc pour l'instant, le cahier des charges est en cours de finalisation. Il a été défini avec tous les acteurs qui utiliseront cette base, donc aussi bien les cliniciens que les chercheurs. Donc l'infrastructure qui est prévue, c'est au niveau du CAD, donc c'est de réunir les données qui viennent à la fois de Sequoia et d'Oragen, mais également des 4 projets pilotes. Donc on a prévu un hébergement pour le soin au niveau du CINES et pour la recherche au niveau du TGCC, avec au niveau du TGCC le backup du soin pour être sûr d'être toujours capable de fournir les données du soin pour le soin. Ce sera donc dans un environnement certifié HDS dans les 2 cas, puisque même au niveau de la recherche, toutes les données qui viennent de Sequoia et d'Oragen, étant donné qu'elles viennent du parcours de soins, elles doivent être hébergées dans un environnement HDS. Donc le principe du fonctionnement du CAD, c'est sur un groupement d'intérêt public. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de partenaires. La convention constitutive a été publiée au journal officiel le 30 novembre 2022. Donc c'est plutôt récent. On a réussi à avoir la première assemblée générale fin mars cette année, lors de laquelle a été élu Didier Samuel en tant que président et Stéphanie de Kopman en tant que vice-présidente. Donc le GIP-CAD est créé pour un principe de 10 ans renouvelable et il est financé par un plan d'investissement d'avenir. Le CAD est construit sur le principe qui est développé partout au niveau national, mais également au niveau européen. Donc le principe FAIR et le principe de science ouverte. Donc au niveau français, donc on est déjà dans le 2e plan de science ouverte. Donc c'est une ambition, c'est poursuivre toutes les ambitions au niveau européen qui ont été ajustées dans le programme FAIR, mais aussi dans les différentes réglementations au niveau du partage des données, et notamment le dernier Data Governance Act. Donc le principe du CSE, pour l'accès aux données, il y a un groupe de travail de préfiguration qui a été mis en place afin de définir donc le fonctionnement, la composition, les critères de sélection des projets. Et donc c'était, comme vous pouvez le voir, une composition donc avec tous les partenaires du CAD, mais également les ministères et l'équipe de coordination. Donc je tiens à souligner que ce groupe de travail a pris en compte des choses qui n'étaient pas encore publiées ailleurs, donc notamment la science ouverte, il
ils avaient prévu exactement les mêmes critères qui ont été sélectionnés dans le plan au niveau national. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, le CSE, il a commencé fin 2021, les premières demandes d'accès. Donc, son évaluation, il vérifie la conformité du projet. J'ai sélectionné donc 5 critères majeurs, donc la contribution au bien commun et la pertinence, et la faisabilité du projet par rapport à la base de données, l'adéquation avec le jeu de données et le projet de recherche, le statut des résultats, donc c'est quels sont les éléments qui doivent être extraits pour que le projet soit pertinent à la fin, mais également la conformité avec le RGPD, mais surtout avec les méthodologies de référence de la CNIL pour la réutilisation des données. Donc la plupart, c'est des MR004, mais les équipes de recherche ne sont pas forcément habituées à répondre à ces critères. Donc le CSE est composé d'une vingtaine d'experts, donc de tous les domaines, pour pouvoir répondre à tous ces critères de sélection. Et il y a une réunion donc 2 fois par mois, toutes les 6 semaines, voilà. Et les personnes ont été sélectionnées donc, pour 3 ans. Donc, pour l'instant, on a mis un circuit dans lequel on reçoit les dossiers de candidature. On fait un guichet d'accompagnement donc, pour aider les équipes à remplir et sélectionner les informations qu'elles vont mettre. Elles sont parfois découragées d'avoir déjà rempli plusieurs dossiers, donc on leur dit ce qui est pertinent de bien préciser. Donc on les accompagne avant le dépôt devant le CSE. La plupart des avis sont des avis positifs sous réserve, donc qui nécessitent la réponse à des questions supplémentaires. Donc on fait en général un accompagnement après le résultat du CSE. Et très souvent, c'est arrivé à chaque fois pour l'instant, le projet est validé après le 2e passage au CSE. Donc pour l'instant, le CSE a validé 8 projets de recherche. Donc je ne vais pas tous vous les détailler. La plupart sont des projets maladies rares. Mais il y en a quelques-uns dans les derniers acceptés qui demandent des données cancer. Donc vous pouvez voir que les demandes sont un peu diversifiées par rapport au lieu. Le principe, donc, une fois que l'accès a été accordé aux équipes de recherche, donc, c'est qu'on leur installe au niveau du CAD une bulle sécurisée. C'est ce qui se fait actuellement un peu partout. Donc, cette bulle, elle est créée dans un environnement HDS, comme je vous l'ai dit, puisque c'est des données du parcours de soins. Même si elles sont pseudonymisées, elles doivent être dans un environnement HDS. Donc, en fait, on met en place une bulle sécurisée par projet avec une pseudonymisation par projet pour éviter qu'entre projets, ils puissent recouper les données et réidentifier la personne. Donc, pour l'instant, toutes les personnes qui vont pouvoir accéder à la bulle sécurisée mise en place pour le projet sont identifiées nominativement. Et donc, le projet de recherche s'engage à tenir à jour cette liste. Donc, ça, c'est tous les éléments dont on a besoin pour être sûr d'être en conformité au niveau de la CNIL et au niveau de la législation. Donc, le CAD, il va fonctionner sur une base légale d'intérêt public. Il répond au référentiel de la CNIL d'entrepôt de données de santé. Donc, on a mis en place une information individuelle, donc au niveau des patients Auragen et Sequoia pour les prévenir de la conservation au niveau du CAD. Et eux, ils avaient consenti de façon générale à la réutilisation pour la recherche. Mais pour la conservation, c'est un autre traitement, donc on a fait une information individuelle. De la même façon, donc, nous, de notre côté, on doit rédiger, comme doivent le faire les projets de recherche, une APD
mais on doit également contractualiser avec chacun des producteurs de données. Donc ici, Oragen, Sequoia, mais également tous les projets pilotes. Donc on a donc toutes ces données, toutes ces sources de données, donc elles doivent être pseudonymisées quand on les met en réutilisation pour la recherche. Et côté recherche, eux, de la même façon, ils sont responsables du traitement qu'ils font sur la réutilisation des données, donc ils doivent mettre en place également une AIPD. Pardon, j'ai utilisé le terme, mais c'est une analyse d'impact donc sur les données. Mais ils doivent également contractualiser avec le CAD pour s'assurer des responsabilités. Donc ici, vous avez un résumé de la plupart des enjeux et défis que présente le CAD. C'est plutôt une vision future sur ce qui doit être mis en place, donc avec notamment l'industrialisation des services. Pour l'instant, on est en équipe vraiment très réduite. Les recrutements ont commencé. Donc au niveau bioinformatique, on recrute 3 personnes et pareil au niveau support, mais pour l'instant on est vraiment en équipe très réduite. Donc l'objectif c'est d'industrialiser les services pour mettre en place des outils, un catalogue d'outils pour mettre dans les bulles et de mettre en place, donc ça a été décidé, un groupe de travail recherche et innovation. Donc ça va être fait au niveau des membres du GIP. Et de la même façon, on n'a pas encore tous les contrats, donc le dépôt CNIL est pour très bientôt, mais c'est pas encore fait. Donc, comme je vous le disais, au niveau de l'information, donc on a fait une information individuelle au niveau des patients et on a profité gentiment de la mise à jour des notices pour le PFMG pour inclure la conservation au niveau du CAD. Donc, on a mis les notices sont actuellement disponibles en 4 langues, mais elles incluent la conservation au CAD et a été créé également des notices avec des niveaux de compréhension différents, puisqu'il y a une obligation de transparence, donc sur laquelle l'information de la conservation au CAD a également été incluse. Oui, pour dire que en fait, ça s'inscrit dans un travail beaucoup plus large qui vous sera présenté tout à l'heure par Flavie, et qui est un travail énorme parce qu'en fait, l'information et le consentement des patients, ça s'est fait en plusieurs étapes. Au début du plan, il y avait un groupe de travail éthique et réglementation piloté par le ministère, la DGS, auquel Anne avait contribué, et qui avait rédigé donc les modèles de consentement adaptés à toutes les situations, les majeurs sous tutelle pour le cancer, la génétique constitutionnelle. Donc ces consentements-là sont toujours en cours et c'est notre... Enfin, voilà, on n'y touche pas, ils sont vraiment réglementaires. Et puis, il y avait aussi 2 notices d'information qui avaient été mises en place, une pour le cancer et une pour la génétique constitutionnelle. Et en fait, ces notices étaient très complètes, mais sont aussi très compliquées à lire. Et on les a traduites en 4 langues pour les personnes qui maîtrisaient pas mal le français, mais elles sont quand même trop compliquées. Et on s'est appuyé sur une opportunité qui se mettait en place avec un groupe notice dont vous parlera Flavie, qui était dans le cadre de la recherche pour simplifier les notices et rendre vraiment l'information accessible à tous les patients, quel que soit leur niveau de compréhension. Et donc, on est monté à bord de ce train et de ce groupe de travail. Et ça a donné lieu, alors ça a été beaucoup de travail, mais ça a donné lieu à des notices qui ont été adaptées à différents niveaux de compréhension. Donc il y a classique, simplifié, illustré pour les adultes, et aussi ces mêmes niveaux pour les enfants, aussi classique, simplifié et illustré. Et on est en train aussi de les faire pour les parents des enfants malades. Et donc elles ont plutôt une forme de BD avec du texte plus ou moins complexe à lire. Et on va les traduire en anglais et en arabe, si tu veux. Et donc, on s'est appuyé sur ces notices et on en a profité pour faire ce que vous a expliqué Cécile, c'est-à-dire d'actualiser d'un point de vue réglementaire tout ce qui était nécessaire au CAD, donc que ce soit le transfert des données et le fait aussi qu'on allait avoir une collaboration avec la base de données maladies rares et la plateforme de données INCA pour les données résultats.
et la mise en place d'une procédure d'information complémentaire dont a parlé aussi Cécile. Voilà. Et on voulait terminer avec les collaborations internationales. En fait, on a 3 accords de collaboration qui sont signés avec des initiatives qui sont proches de celles de l'initiative française. Donc une initiative historique qui est en 2018 avec Genomics England au Royaume-Uni, et puis de façon plus récente avec l'initiative suédoise, donc Genomic Medicine Sweden, et cette année avec l'initiative danoise, le Danish National Genome Center. Et on a 2 accords de collaboration qui sont mis en cours de mise en place. Donc la première, c'est toujours au Royaume-Uni, mais cette fois avec le NHS Genomic Medicine Service, parce qu'en fait, Genomics England était dans le cadre de la recherche et ils sont passés dans le cadre du soin. Et donc on va avoir un accord de collaboration avec les personnes qui font tourner ça maintenant dans le cadre du soin et qui ont des préoccupations qui sont très proches des nôtres. Et puis côté cancer, avec la Hartwig Medical Foundation qui est aux Pays-Bas et qui est sur un modèle un peu différent du nôtre, mais qui rend aussi du séquençage pour les patients. Et puis on a des échanges plus informels avec des initiatives plus ou moins proches de ce qu'on fait, donc qui sortent du cadre européen, avec le Qatar, avec le Canada, donc là on retourne en Europe, avec les Irlandais. Et là, le principe de ces collaborations internationales, c'est vraiment de faire du partage d'expériences. Et c'est ouvert à tous ceux qui contribuent au plan sur un sujet donné, de voir comment s'en sortent les autres pays. Et les diapositives suivantes. Et pour terminer, un point important, c'est celui de la participation à l'initiative One Plus Million Genome, donc au niveau européen. Donc c'est un projet, c'est une initiative portée par la Commission européenne et qui a pour objectif de permettre un accès sécurisé aux données génomiques et aux données cliniques associées dans toute l'Europe, et à viser de recherche, de soins et de mettre en place des politiques de santé. Et donc c'est le plan avec le CAD qui participe à cette initiative, donc en lien avec le ministère de la Recherche. Et je vous ai mis sur cette diapo un écosystème un peu compliqué, comme tout ce qui se passe en général au niveau européen. Donc en fait, l'initiative One Plus Million Genome dans le cadre-là est portée par l'Europe. Ce sont les États membres qui y participent, donc la France. Et en fait, ils sont en train, par différents canaux, de mettre des briques, une qui est relative à la gouvernance sur la façon de partager les données, de mettre en place ce qu'ils appellent un cadre de confiance. Et je trouve que c'est une idée, c'est un concept intéressant de dire qu'il y a tout un pilier de cette initiative qui cherche à mettre en place un cadre de confiance. Ensuite, une infrastructure fédérée, c'est-à-dire que les données restent dans chaque pays, et de s'intéresser aussi aux données eux-mêmes. Et ensuite, la Commission met en place des briques au travers d'appels à projets. Donc il y a déjà eu un premier appel à projet auquel participent le plan et le CAD pour définir l'infrastructure. Ça s'appelle European Genomic Data Infrastructure. Et puis il y a un autre appel à projet qui est ouvert, auquel aussi on va contribuer, qui s'appelle Genome of Europe, qui est pour mettre là une population, ce sera aussi l'objet de la session de demain, sur de mettre en place une population, le séquençage d'une population de référence européenne. Et puis, en parallèle de cette initiative, il y a aussi des projets auxquels le CAD et le plan viennent participer. Donc le projet CAN et HIL, par exemple, qui est plutôt en cancérologie sur la médecine de précision, mais qui s'articule aussi avec cette initiative. Et puis, de façon plus récente, il y a un appel à projet qui est ouvert, auquel on va aussi contribuer dans les maladies rares. Donc, c'est le European Partnership for Rare Disease, où il y aura tout un volet aussi de réanalyse et de réutilisation des données dans la suite de ce qui était fait dans Solverde. Et là aussi, le plan France Médecine Génomique / CAD va contribuer. Voilà, on vous remercie toutes les deux de votre attention. Et si vous avez des questions. Lucie et moi, on va passer les micros. Je dis juste la question du chat, qui est une question très technique, sur les délais actuels pour les comptes rendus.
Tu disais qu'il y avait une accélération forte ces derniers mois. Oui, alors ça dépend, c'est difficile, on n'a pas de chiffres exacts. Alors en cancérologie, on est plutôt de l'ordre de 4 à 6 semaines. Dans le champ des maladies rares, c'est une question qu'on est en train... Il y a tout un travail, et là je regarde Christelle Thauvin, qui est... on est en train de colliger tous les résultats pour faire une première publication des résultats dans le soin du plan, et avec la question du délai de rendu. C'est difficile à dire parce qu'en fait c'est très variable d'une préindication à l'autre. Et puis ça dépend si le résultat est entre guillemets facile et que l'interprétation est immédiate ou si elle demande des... Donc ça n'a pas beaucoup de sens et on ne peut pas donner de valeur qui est pour l'instant. Bonjour, Catherine Bourguin. Moi, j'avais une question sur les financements, parce qu'à plusieurs reprises, vous avez évoqué des financements de la DGOS. Oui. Et comment ça, par rapport au financement de départ du plan, est-ce que ça fait partie, c'est une des parties, sauf que ça prend la forme de financement de DGOS, ou si c'est des financements supplémentaires à ce qui était prévu? C'était les financements prévus. En fait, le plan, c'est un seul ensemble, mais il y a eu plusieurs canaux de financement, ce qui en fait aussi un objet assez complexe dans son pilotage, parce que tous les financements ne sont pas arrivés en une seule fois. Donc tout ce qui est séquençage, les laboratoires de séquençage et l'activité de séquençage est financé par le ministère de la Santé. Donc, ils avaient prévu une enveloppe au départ et les plateformes continuaient à être financées sur cette première enveloppe. Ensuite, le CAD, comme le précisait Cécile, c'est financé dans le cadre du PIA. Les projets pilotes ont aussi chacun leur circuit de financement. Certains sont financés par le ministère de la Santé, d'autres par le ministère de la Recherche. Donc voilà, il y a eu plusieurs canaux de financement, et le CREFIX, j'en ai peu parlé dans la présentation, mais il a aussi un canal spécifique de financement. Donc voilà, chaque infrastructure a eu sa propre source. Parce que par exemple sur les parcours de génomique, je sais plus quel est le terme. Les chargés de parcours génomique, voilà, c'est ça. En fait, c'est la DGOS a dégagé du financement sur le financement des plateformes, en fait. Il y avait dans cette grosse plateforme dont on a pris. Ouais, voilà, il y avait une grosse enveloppe initiale dans laquelle il était encore possible de prendre dedans. Donc non, il n'y a pas eu un financement supplémentaire. Il y a surtout eu un arbitrage pour le faire. Bonjour, Olivier Lefebvre. Quelle est la différence entre le CAD et le Health Data Hub ? Est-ce qu'il n'y a pas de recouvrement ou vous n'êtes pas sur les mêmes données de santé? Non, ce ne sont pas les mêmes données de santé, c'est un vaste sujet. En fait, le CAD il héberge les données génomiques, mais il y a aussi toute une puissance de calcul associée, parce qu'en fait, réanalyser les données ou les analyser dans le cadre du soin, faire des réanalyses massives, ça demande des grosses puissances de calcul. Donc ce qui a été, on a des échanges réguliers avec le Health Data Hub, et ce qui avait été convenu, c'était que je vous ai dit, alors non, c'était peut-être pas clair dans ma présentation, mais les données résultats des comptes rendus, par exemple, vont être remontées à la base de données maladies rares pour les maladies rares, et à la plateforme dans le cadre du dossier communicant en cancérologie, à la plateforme de données 1K dans le cadre du soin. Et ces deux bases de données sont plus ou moins, ou peuvent être vues comme des espèces de nœuds du Health Data Hub. Donc on aura une articulation à ce niveau-là, et puis après on aura des articulations plus fines à construire. Mais en tout cas, ce sont deux objets complémentaires. Tout comme c'est assez parallèle à ce qui se passe au niveau européen, où je vous ai présenté l'initiative 1 Million Genome, donc qui est pour le partage des données génomiques. Et en parallèle, et je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais quand on est dans les réunions de 1 Million Genome, c'est quelque chose qui est tout le temps en filigrane, c'est l'espace européen des données de santé. Donc 1 Million Genome s'articule avec l'espace européen de données de santé. Et je dirais que c'est à peu près la même chose qu'on peut envisager en France. Bonjour, j'ai deux questions. Margot Bernelin, merci pour votre présentation. J'ai une question pour Cécile. Vous avez mentionné la contractualisation des rapports entre les laboratoires Auragen et Sequoia et le CAD. J'imagine que vous êtes les deux parties co-responsables du traitement de données. C'est une première question. C'est ça, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que le CAD il est responsable du traitement pour la constitution de l'entrepôt de données et les laboratoires sont responsables de traitement pour la production des données. Mais effectivement, dans la contractualisation, on est tous les deux responsables de traitement.
Très bien, merci. Et j'ai une autre question qui sur les bulles sécurisées, on peut accéder aux données. Les chercheurs travaillent sur ces données. Après, j'imagine qu'ils peuvent exporter leurs résultats. Si oui, est-ce que cet export se fait de manière anonymisée, pseudonymisée? Alors tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas encore défini la limite maximale pour l'extraction, mais ce ne sera pas des extractions de données, par exemple l'intégralité, je vais parler technique du VCF, ça va être vraiment quelques variants. Dans l'idéal, un variant au niveau de la population de la bulle et pas au niveau individuel. Mais de toute manière, l'extraction, elle sera soumise à validation pour vérification que ce ne sont pas des données dans le but de réidentification, etc. etc. C'est un des critères du comité scientifique et éthique, en fait. C'est la sensibilité des données qui sortent de la bulle sécurisée après le projet. Merci beaucoup. Peut-être une question de Dominique Stopaglione. Donc une question sur le cas de soins. Ce que je comprends, c'est que sa vocation est d'aider au diagnostic. Et est-ce que ça va, est-ce que ça, je dirais, sa structure, va avec, est-ce que c'est finalement un laboratoire d'analyse médicale, ou de biologie médicale? Est-ce que, donc, je m'interroge sur la structure. Et est-ce que ce cas de soins, il fait partie du GIP qui a été créé, ou ça va être un autre GIP, auquel cas ce serait un cas de soins avec une activité vraiment médicale, mais dont le directeur serait, ou président serait le PDG de l'INSERM. Et je trouve que ça fait un cocktail difficile. Et à mon avis, on en a déjà parlé, Frédéric, je ne suis pas sûre que ça facilite l'adhésion des collègues qui donnent les données. Et peut-être, voilà, juste pour dire, peut-être que le cas de soins porte mal son nom. C'est possible. Alors, pour remettre les choses dans l'ordre, le GIP, donc le groupement d'intérêt public, est composé de 9 membres, de 8 membres, parce que l'État compte pour un, de 8 membres, avec 9 membres, donc 4 membres de recherche, 4 membres soins. Donc, il y a eu cet équilibre précis qui a été trouvé. Je vais vous les citer parce que c'est... Voilà. Pour les membres de la recherche, il y a l'INSERM, l'INRIA, le CEA et la conférence des universités. Et puis côté monde du soin, il y a les 2 laboratoires de séquençage, donc Sequoia et Euragen, la conférence des EG de CHU et Unicancer. Donc on a voulu que dans les membres du GIP, il y ait un équilibre soins-recherche. Et donc c'est le cas de ce GIP a vocation à tout porter. Alors, comme l'a indiqué Cécile, et vous le voyez bien que c'est un objet compliqué à mettre en place, on n'y est pas encore, voilà. C'est long et c'est complexe. Et donc on a priorisé sur la recherche. Et vraiment, on a mis l'accent sur l'urgence qui est de donner accès aux données pour la recherche, ce qui fait que le CAD, on le voit plutôt comme un objet pour la recherche à ce jour. Et c'est vrai qu'on a mis un peu de côté la réflexion sur le soin, parce que comme le disait aussi Cécile, on est une petite équipe et voilà, on peut pas tout porter. Mais il n'empêche que cette vocation soin, elle reste quand même. Alors, est-ce que c'est le bon terme? Est-ce que c'est pas le bon terme? De quelle façon ça doit bouger? En fait, là, ce qu'on présente, c'est ce qui a été porté au moment où le CAD a été mis en œuvre, au moment où on a redéposé le dossier au secrétariat au SGPI pour avoir les financements qui sont arrivés après. Donc tout ça doit être revu. Donc dans le plan d'action 2023 tel que l'ont défini les membres du GIP, il y a un volet qui est de faire le court terme. Donc c'est ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Voilà, donner accès aux bulles pour les premiers projets de recherche. Et puis en parallèle remettre à plat la réflexion sur les services du CAD. Donc ça va se faire en parallèle pour réactualiser, remettre vraiment ce que c'est. Mais ça ne sera pas un laboratoire de biologie médicale, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Non, ça c'est certain. Il faut plutôt le voir comme une offre d'outils, en fait, mis à disposition. Peut-être que on peut réfléchir à la sémantique, ça peut être important aussi. Pardon, ça pourrait être réanalyse ou outil de réanalyse, par exemple. Mais en effet, ça n'a pas du tout vocation à se substituer au laboratoire. Alors, il y a une question sur le cas de recherche maintenant. Oui, bonjour, Thérèse Truong.
Je me demandais, est-ce que vous prévoyez à plus long terme d'inclure dans le cadre de recherche des cohortes en population générale comme Constance? Il y a PopGen, mais est-ce que vous envisagez d'inclure toutes les données, par exemple génétiques de Constance et d'autres cohortes de Alors, dimension? Inclure, non. Avoir des collaborations, oui. Alors, je ne sais pas si ce sera l'objet de la discussion de demain, parce que je me tourne vers Emmanuel Génin, qui porte le projet PopGen et qui pourra sans doute répondre mieux que moi. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir des articulations pour les personnes qui sont à la fois dans Constance et qui sont dans le cadre du plan, avec justement toute une question autour de l'hébergement des données et de l'accès au projet, des modalités d'accès au projet de recherche. Donc ce sera plutôt dans ce cadre-là. Après, il n'est pas prévu de séquencer toute la cohorte Constance. Voilà, on a juste ces parties-là. Mais même en termes de génotypage, parce qu'il est prévu de génotyper toute la cohorte Constance et d'autres cohortes. Non. Non, mais pas dans le cadre. Si, mais dans le cadre de BioCF, qui est un projet qui. Je vais laisser la parole à Emmanuel. Elle pourra vous répondre mieux que moi. Mais alors la partie génotypage, en tout cas pour Constance, ça ira dans le CASD de la même manière. Enfin, pour l'instant, c'est ce qui est prévu avec où on peut accéder aussi aux données phénotypiques, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui était prévu et avec un pour CASD la partie qui génotype, qui sera assez puissant pour qui prendre fait en compte toutes les données génétiques. Alors après, ça je peux pas répondre pour eux effectivement, mais okay. En tout cas dans le cadre de PopGen, c'est que les données de génotypage, on va les reverser au CASD. Et après sur BioCF, je peux pas répondre non plus. Je pense que ça sera à revoir avec les équipes impliquées. Donc dans PopGen, c'est 4000 séquences qui sont prévues, séquençage du génome complet de participants de la cohorte Constance. Et après, peut-être, parce qu'il y a le projet Genome of Europe, je ne sais pas comment il va se mettre en place, il est en cours de montage, ça va peut-être être élargi, ça va peut-être une autre population, ça je ne sais pas. Donc il y aura peut-être des ponts, mais ce sera dans le cadre que les personnes qui auront un séquençage du génome complet de ces cohortes-là. C'est que pour le séquençage, du coup, oui, parce que... oui. À ce stade, oui, c'est comme ça que c'est prévu. Oui. Merci. Il y a une question dans le chat pour demander des explications sur le fait que la France soit rentrée finalement assez tard dans le 1 Million Genome Project. Est-ce que c'était pour des raisons légales ou de niveau de partage des données ou autre ? Non, alors elles sont non pour des raisons en fait, je pense liées alors des raisons politiques et en fait surtout liées au fait que le CAD a mis du temps à démarrer et que la France voulait pas signer officiellement tant que le CAD n'était pas inscrit en dur et n'avait pas une existence légale. Donc la convention constitutive a été signée à la fin du mois de novembre dernier, comme tu le disais. Et donc c'est à ce moment-là que formellement le CAD, enfin la France est rentrée dans 1 Million Genome, mais on était membre observateur. Donc c'était en fait, ça fait très longtemps que Inès participe à toutes les réunions de 1 Million Genome. Anne est impliquée dans les groupes éthiques. Donc malgré tout, on était là, mais un peu sur un strapontin malgré tout. Alors, je pense que là, on va faire une pause pour voir les posters et puis on aura une donc deuxième session à partir de 4 posters qui ont été sélectionnés sous la forme de communication. Anne, tu veux dire quelque chose ? Non ? Donc, il y a une pause et les posters qui sont juste à côté. Puis pour ceux qui sont en ligne, on recommence à 17h30. Merci beaucoup.